C'est tout l'intérêt de la démarche. Alors j'ai pas inscrit de problématique, mais c'est l'objet de de mon intervention aujourd'hui. L'enjeu est donc comparatif, mais nous allons commencer par une réflexion plus globale sur les montagnes et le sens que l'on peut mettre à cette dernière notion de montagne, et voir comment en France on s'en est sorti avec un terme que les scientifiques reconnaissent, dont les scientifiques reconnaissent qu'il est difficile à définir, voire impossible. Nous verrons donc dans une première partie que les marcheurs qui souhaitent s'engager sur des traversées de massifs en France ont vraiment l'embarras du choix. Alors nous ne brosserons pas un tableau exhaustif, bien sûr, puisque ce cours s'intitule Géographie des Pyrénées et autres grandes montagnes. On va essayer d'insister sur ces fameuses grandes montagnes, bien sûr en discutant de cette notion de grande montagne. Nous verrons ensuite les points communs que l'on peut retenir avec les traversées des Pyrénées. Et enfin, nous terminerons par quelques différences essentielles, parce qu'évidemment elles sont innombrables, les différences, mais les plus parlantes dans cette démarche comparative. Donc, première partie, nous allons commencer par faire un aperçu de cet embarras du choix que peuvent avoir les randonneurs qui souhaitent traverser les montagnes françaises. Alors, excusez-moi, en changeant d'ordinateur, on a toujours des raccourcis différents. Bon, ça aurait dû marcher. Donc première partie, on va voir l'étendue donc des possibilités en France et commencer par la définition française des montagnes. Quelle définition peut-on donner de cette notion du point de vue français? Tous les spécialistes de la montagne l'admettent, il est impossible de se mettre d'accord sur des seuils précis. Si vous cherchez un seuil d'altitude, par exemple, 500 mètres, 1000 mètres, voilà, ça ne met jamais personne d'accord. Parce que bon, voilà, vous avez des zones qui sont très proches de la mer, qui sont très escarpées. Je ne sais pas si vous avez en tête, je ne sais pas, les îles Lofoten en Norvège ou même à la limite la Corse. On peut être à des altitudes très basses et avoir la sensation d'être en montagne. Et si vous vous retrouvez, nous parlions dans les Pyrénées de la plaine de Cerdagne à presque 1500 mètres d'altitude, ou alors si vous êtes sur le haut plateau tibétain à 3500 mètres et que vous voyez à perte de vue des étendues planes, la notion d'altitude n'est pas forcément pertinente pour définir les montagnes. Ensuite, vous avez le critère topographique, les pentes, là aussi, si on revient aux exemples que je viens de citer, il n'y a rien d'évident. Si on cherche des limites climatiques ou météorologiques, là aussi, le froid, la neige, les gradients de température peuvent être vraiment constatés en dehors des montagnes. Il y a des montagnes où il fera très chaud à 4000 mètres, alors que dans certaines régions du monde, au niveau de la mer, on aura des conditions plus froides. La géologie aussi ne peut pas mettre d'accord les scientifiques qui essaient de définir la montagne. La montagne a toujours une dimension relative. Et alors, peut-être que cette vieille carte de Paul Vidal de la Blache, grand maître de la géographie française il y a un peu plus d'un siècle, vous rappelle peut-être des souvenirs des bancs de l'école, puisque c'est le genre de carte qu'on avait affiché. Moi aussi, je me souviens dans mon enfance qu'on avait ce genre de carte. On n'en a plus vraiment maintenant. Les salles de classe de nos élèves actuels s'assimilent largement à des boîtes à chaussures vides sur les murs. Les cartes affichées sont plus très nombreuses. L'écran prime maintenant.
c'est l'époque qui veut ça. Mais voilà, on a l'habitude d'associer à la montagne une certaine évidence. Bon voilà, les montagnes françaises, ce sont les Alpes, le Jura, etc. On oublie souvent que à Paris, il y a la montagne Sainte-Geneviève, par exemple. Si vous allez dans les Flandres, vous avez les monts des Flandres. En Bretagne, vous avez les monts d'Arrée, par exemple. En cherchant dans ce cours, je me suis rendu compte que, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais Kourou, en Guyane, est cerné de montagnes. Si vous lisez la carte topographique au 25 millième, proche de la base de Kourou, regardez, montagne Saint-Michel, montagne des Bois Violets, montagne Saint-Jacques, montagne Plomb, montagne Marie-Hilaire. Il y a des montagnes absolument partout, et quand on regarde l'altitude de ces sommets, entre guillemets, on dépasse rarement les 300 mètres. C'est souvent très inférieur. Donc, dans la toponymie, l'appellation montagne a un caractère toujours très relatif. Alors, les géographes, comme très souvent, s'arrangent et conviennent d'une définition forcément vague et consensuelle qui laisse toujours un petit peu un goût de déception quand on cherche quelque chose de clair et précis. Je vous lis celle, par exemple, qui est mise en ligne par le site de l'École normale supérieure, qui tient un site de géographie appelé Géoconfluence. Je cite, « La montagne, c'est une forme du relief caractérisée par une élévation importante, une déclivité des versants et une superficie étendue. » Donc, forme du relief caractérisée par une élévation importante, et on ne se mouille pas sur les chiffres, hein. Une déclivité des versants, donc il y a de la pente, hein, mais on ne dit pas combien, et une superficie étendue, hein, une montagne, c'est pas trop petit. On prend un peu parti quand même. Là. Par exemple, voilà, la montagne Saint-Michel, dans cette définition, on aura du mal à l'associer à cette notion de superficie étendue. Mais bon, vous me direz que tout est relatif, toujours. En tout cas, vous voyez, il ne s'embarrasse pas de seuil et de normes chiffrées, puisqu'il n'y a pas de consensus scientifique. Alors c'est très habituel, hein, vous êtes peut-être habitué maintenant avec les sciences sociales, et en particulier en géographie, d'avoir des notions qui n'ont pas de définition précise, contrairement aux fameuses sciences exactes et dures, qui produisent des concepts avec des définitions claires et limpides, qui ne souffrent aucune modification. Alors, je disais que ce cours concerne la géographie des Pyrénées et des grandes montagnes. Alors je n'ai jamais discuté avec mon prédécesseur de la notion de grande montagne. On peut supposer qu'il entendait par là grande altitude ou grande étendue. Donc je suppose qu'il évacue les monts de Guyane, mais voilà, je ne vais pas vraiment poser la question pour le Massif central, qui est finalement en superficie plus étendue que les Pyrénées, alors pas en altitude. Mais voilà, si vous êtes du Puy-de-Dôme, vous considérerez certainement que les montagnes sont grandes dans le secteur. Les habitants du Jura, sont fiers aussi de leurs craies qui atteignent les 1700 mètres et qui dégagent aussi une impression de grandeur. Donc là aussi, on arrive dans quelque chose de relatif. Alors bon, il a fallu trancher. Évidemment, ça paraît évident. Je vais surtout m'intéresser aux montagnes qui déplacent les 2000 mètres. Mais vous voyez, c'est un choix complètement subjectif, assez arbitraire. Et donc dans ce cours, je vais un petit peu évoquer quand même les moyennes montagnes, mais surtout insister, donc au-dessus de 2000 mètres, vous l'avez compris, il y aura la Corse et les Alpes, bien sûr. On pensera bien sûr à l'outre-mer, puisqu'il y a quand même la Réunion. Alors, en France, donc c'est l'objet du petit b, on a, alors c'est peut-être lié à la mathématisation de la société française, on a produit une conception ultra rigoureuse de la notion de montagne en droit, puisque le droit français définit des massifs très officiellement, avec des critères extrêmement précis. Ça définit un zonage strict. Donc là, je cite également. Alors c'est la loi dite montagne, qui a été promulguée en 1985, donc déjà plus de 40 ans, près de 40 ans, le 9 janvier, donc on est à plus de 40 ans.
Son intitulé officiel, hein, c'était la loi relative au développement et à la protection de la montagne, hein, dite loi montagne. Et elle prétend, cette loi, donc, qu'une commune de montagne doit avoir plus de 80% de son territoire à une altitude supérieure à 600 mètres. Donc là, on choisit un seuil, 600 mètres, alors qui a été âprement débattu entre géographes, juristes, géologues et j'en passe dans les années 80. 600 mètres donc en France, mais on comprend que un seul critère n'est pas suffisant, ou une dénivelée entre le point cultivé le plus bas et le point cultivé le plus haut de 400 mètres au minimum. Donc on arrive déjà à des choses plus compliquées. Donc dénivelé entre point cultivé le plus bas et point cultivé le plus haut de 400 mètres au minimum. Donc il y a un nouveau critère de différence d'altitude et on ajoute en plus l'aspect agricole, puisqu'on parle de culture, donc d'implantation d'activités productives agricoles. Et il y a d'autres critères qui complètent cette définition, des critères un peu plus vagues. Il faut observer une limitation des possibilités d'utilisation de la terre en fonction des conditions climatiques. Donc les conditions climatiques doivent limiter les possibilités d'utilisation de la terre. Il faut ensuite des fortes pentes, de telle sorte que la mécanisation ne soit pas possible ou nécessite l'utilisation d'un matériel très onéreux. Alors on pense dans nos Pyrénées à l'écobuage par exemple, qui remplace fort utilement pour beaucoup d'éleveurs l'absence de possibilité de mécaniser l'entretien des pâturages, mais donc des fortes pentes qui empêchent la mécanisation. Ça nous donne donc dans les cartes que produit alors l'ancienne DATAR, hein, maintenant c'est l'Agence nationale pour la cohésion des territoires, l'ANCT, et son observatoire des territoires, hein, qui publie des cartes. Voici la carte donc des communes classées zone montagne en France. Alors vous avez une couleur par massif, on voit bien le massif central, hein, qui est le plus étendu de tous en France. On retrouve nos Pyrénées, donc les Alpes donc sont un peu plus grandes en superficie que les Pyrénées d'après cette loi. La Corse, vous voyez, au sud-est est intégralement classée en zone montagne, y compris toutes les communes littorales, hein, parce que même si elles ont une altitude faible, elles peuvent arriver à ce fameux gradient des 400 mètres, hein, puisque vous savez certainement que dès qu'on s'éloigne du domaine maritime en Corse, on gagne très vite en altitude. Et les critères de forte pente, etc., hein, des bonifaciaux, des fortes pentes, on en trouve de très nombreuses. Hein. Vous avez ensuite bien sûr le Jura et les Vosges qui correspondent à ces définitions, et dans l'outre-mer, alors je ne sais pas si vous y aviez pensé en sachant qu'on allait aborder la France, est-ce que vous aviez pensé qu'on allait aborder les territoires d'outre-mer? Parce que souvent, beaucoup de livres de géographie, surtout s'ils ont 10, 20, 30 ans, omettent carrément d'aborder ces territoires, et j'attire votre attention quand même sur le fait que cette carte de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ne propose pas d'encart sur la Nouvelle-Calédonie. On atteint 1600 mètres en Nouvelle-Calédonie, hein, donc là il n'y a pas de contestation possible, il y a des montagnes en Nouvelle-Calédonie. Il n'y a rien sur Tahiti, 2200 mètres hein, en Polynésie, et il y a plusieurs îles qui sont très montagneuses en Polynésie française. Hein. Donc on a limité les départements d'outre-mer alors à la définition stricte de département, mais on écarte encore des territoires d'outre-mer qui voilà, sont français sans figurer sur la carte des massifs français. Donc la Réunion est entièrement, comme la Corse finalement, du point de vue de relief, classée en zone montagne, la Martinique presque intégralement, à l'exception de quelques communes au sud de l'île, et la Guadeloupe a une bonne moitié de son territoire classé en zone montagne, y compris des zones assez basses, hein, dans la Grande Terre, hein, autour de Pointe-à-Pitre. Mayotte, c'est un peu plus surprenant. Il n'y a aucune commune classée en zone montagne, alors qu'on atteint et dépasse les 600 mètres en plusieurs endroits de l'île, et que il y a beaucoup de, vous l'avez constaté avec les images récentes, hein, il y a quand même beaucoup de zones où il y a de fortes pentes. Alors je ne me suis pas renseigné sur la question, mais
le classement n'était pas en tout cas enregistré à la date de ces décrets qui ont servi à cette carte. Donc ça donne en pourcentage total 22% du territoire français quand même, presque un quart, 22% du territoire français qui est classé en 2023 en zone de montagne. Pour les Pyrénées, c'était 3,3%. Enfin, les communes montagnes des Pyrénées constituent 3,3% du territoire français. Et 22% donc des communes françaises sont classées en zone montagne, ce qui nous donne plus de 6000 communes qui sont concernées par ce zonage de montagne. Alors, si on est précis, on fait quelques rappels de votre scolarité primaire ou secondaire. Du nord au sud, dans la France métropolitaine, vous vous souvenez que les Vosges sont donc un petit massif d'à peu près 200 km d'étendue nord-sud qui culmine au ballon de Guebwiller, alors surnommé parfois le Grand Ballon ou Ballon de Guebwiller à 1424 mètres d'altitude. La fameuse ligne bleue des Vosges qui avait servi autrefois de frontière avant la guerre de 14-18 avec l'Empire allemand et qui a été donc rendue à la France après la victoire de 1918, une deuxième fois en plus en 1945. Donc il y a plusieurs sommets qui dépassent les 1300 mètres. La crête est assez homogène puisque ce sont des montagnes quand même assez érodées aux formes très arrondies. Montagnes très forestières aussi, où seuls quelques sommets sont défrichés et couverts de pâturage. Ensuite, si on descend un petit peu donc, vers le sud, vous avez le Jura. Donc, je vous disais qu'on dépassait les 1700 mètres. Alors sur cette carte, c'est 1718. Sur cette terre, vous verrez 1720, 1719. Les altitudes sont... alors, il y a un chiffre officiel de l'Institut géographique national. Sur la carte de l'IGN, c'est 1719. Bon, là, c'est 1718. Le crêt de la neige, donc, point culminant du Jura, tout au sud du massif, qui fait à peu près 300 km du nord au sud. Alors, le massif central monte plus au nord que les Alpes, puisqu'on peut y inclure le Morvan. Alors, le massif central, c'est un massif qui a un caractère un peu d'évidence sur les cartes. Il est au centre de la France, il est là, il y a beaucoup de montagnes, il est grand. Mais en fait, il faut se rappeler que pendant très longtemps, il n'a pas vraiment porté de nom et qu'il est un assemblage de différents massifs, le Morvan, les Cévennes, les Monts d'Or, les Monts du Forez, etc., qui pendant longtemps n'avaient pas cette unité que les géographes du 19e lui ont donnée. Il y a ce qu'on appelle une invention du massif central qui aujourd'hui semble être assez admise généralement et en tout cas qui fait l'objet d'une appropriation par les acteurs de ces territoires. Et donc le massif central a deux zones de culminance au-dessus de 1800 mètres. Vous avez le Puy de Sancy donc à 1885 donc dans la zone des volcans d'Auvergne. Mais vous avez aussi le plomb du Cantal qui arrive presque à la même altitude, 30 mètres de moins, à 1855 mètres, donc dans le département du Cantal. Il n'est pas indiqué sur cette carte, mais un peu plus au sud-ouest donc du Puy de Sancy. Dans les Cévennes, au Montégoal, on est à 1700 mètres à peu près, mais vous avez plusieurs zones où on atteint les 1700 mètres dans le massif central. Donc je ne vous apprends rien en vous disant que les Alpes culminent donc à 4800. Alors le chiffre varie, 4808, 10, 7. Autrefois on apprenait 4807. Il y a eu un changement officiel à 4808,4. On trouve certaines cartes à 4810. Bon, peu importe. Mais on est en tout cas sur le point culminant de l'Union européenne. Alors si on est pointilleux, chez beaucoup de géographes, les limites de l'Europe vont jusqu'au fait du Caucase. Et donc le Caucase Nord, qui va jusqu'au mont Elbrouz, atteint les 5600 mètres. Donc selon certaines conceptions de ce qu'est l'Europe, ça n'est pas le plus loin culminant de l'Europe. Alors quand on parle de l'Union européenne, oui, ça ne fait pas de doute. National du même nom, avec un sommet qui dépasse de peu les 4000 mètres. Ce sont les deux seuls, alors qu'en Suisse on atteint finalement des altitudes moins élevées, mais avec de plus nombreux massifs qui dépassent les 4000 mètres. Et donc la Corse,
dépasse les 2700 mètres avec le Monte Cinto. Il y a plusieurs massifs au-dessus de 2000 mètres, mais donc on est sur des altitudes presque comparables à celles qu'on atteint dans les Pyrénées. Bon, d'autant plus que sur une île, il y a toujours une impression d'élévation supérieure, puisque la plupart des populations se trouvent sur la côte, et ça produit des dénivelés très importantes. Bon, je ne fais pas de rappel sur les Pyrénées, on en a suffisamment parlé. Petit aperçu donc, parce qu'il y a des grandes montagnes quand même dans l'outre-mer. Donc je disais que sur ces cas, rien de, vous voyez, des îles de la Société dans la Polynésie française, rien de, même Wallis et Futuna pour légitimement prétendre à un classement en zone montagne. Bon, pas Saint-Pierre-et-Miquelon, ça m'étonnerait en tout cas. Mais en tout cas, peut-être les Mayotte, et bien sûr, on en parlera à la fin, les terres australes et antarctiques françaises. Donc la Réunion, alors la Réunion c'est tout petit, hein, en superficie, 2500 km², c'est-à-dire que ça fait à peu près la moitié des Hautes-Pyrénées, un peu plus de la moitié, un tiers des Pyrénées-Atlantiques. Donc ce sont des îles très petites, hein, qui donnent parfois une impression d'être immenses, justement en raison du relief. Il y a un tel cloisonnement à cause de ce relief important, qui déjà, l'île est globalement au sud-est, vous avez le fameux Piton de la Fournaise, le gros volcan très actif en permanence, qui culmine à 2600 mètres à peu près, et dans les deux tiers nord-ouest, vous avez les zones de volcans éteints qui culminent au Piton des Neiges à plus de 3000 mètres d'altitude, hein. On est à 3069 mètres au fait de la Réunion. Et donc le Piton des Neiges, qui a autrefois, enfin il y a des milliers d'années, était un volcan actif, a divisé par sa surrection le relief en trois grands cirques très célèbres à la Réunion, hein, le cirque de Sillaos, avec la commune du même nom qui en est le centre, hein, le cirque de Salazie, et le cirque de Mafat, réputé comme le plus sauvage des trois. Donc les trois fameux cirques, qui ne sont pas des cirques glaciaires, bien sûr, comme dans les Pyrénées, mais des cirques liés au volcanisme, hein, plutôt des fossés d'effondrement liés à d'anciennes calderas, quand le volcan était encore actif. Et donc là, le volcan éteint est plus haut que le volcan actif, puisqu'il y a 400 mètres de différence. Donc là, je pense qu'on est indéniablement dans des grandes montagnes, hein, même si on est dans des dimensions plus petites même que la Corse, hein, puisque, vous voyez l'échelle, hein, 8 km en bas à droite, donc on a une île qui fait à peine 50 km dans sa plus grande longueur. Hein. Juste un mot, alors même si là, l'appellation grande montagne serait contestable, effectivement. En Nouvelle-Calédonie, on atteint en plusieurs points de l'île 1600 mètres. Le point culminant, c'est le Mont Panier, tout au nord-ouest de l'île, près des grands gisements de nickel, ce qui ont rendu célèbres les ressources économiques, minières de l'île. Hein. Et vous avez plusieurs points où on dépasse, hein, les 1500 mètres. Hein. Donc on a quand même une très longue île. Vous voyez l'échelle en bas à droite de l'encart, là, 100 km. Hein. On a une île qui fait presque 500 km de long. Hein. Donc grande étendue quand même, plus longue que les Pyrénées finalement, mais moins élevée effectivement, ce qui pourrait prêter à discussion sur la notion de grande montagne. Un mot quand même sur Martinique et Guadeloupe. Donc vous avez la Martinique à droite et la Guadeloupe à gauche. Donc je vous rappelle qu'en Martinique, c'est la montagne Pelée qui domine l'île, hein, tristement célèbre avec son explosion de 1902, hein, qui avait complètement dévasté la grande ville du Nord, Saint-Pierre, qui s'en n'est jamais remis. Et donc bon, là aussi, une altitude pas très élevée de manière absolue, mais elle est impressionnante, hein, vue des mers, vue voisine, hein, et vue de la côte. À peu près la même altitude pour la Guadeloupe, la Soufrière, un volcan actif, également, atteint 1467 mètres, avec des montagnes qui se concentrent essentiellement sur voilà, la mal nommée basse terre, puisque c'est la plus haute, bon, mais par opposition à grande terre, qui est plus étendue en superficie et où il y a beaucoup plus d'agriculture.
Bon, sur Saint-Martin et Saint-Barthélemy, vous avez des altitudes très faibles qui, là, ne souffrent pas de contestation. Et alors, dans les terres australes et antarctiques françaises, n'y a-t-il pas aussi, c'est la question que je pose, de grandes montagnes? Parce qu'on dit souvent, par exemple, le plus grand glacier de France, c'est la mer de glace, dans le massif du Mont-Blanc. Or, si on est pointilleux, c'est faux. Vous avez le glacier Cook, dans les îles Kerguelen, qui est bien plus étendu, qui s'étend sur une véritable petite calotte, même si là aussi on lit beaucoup d'articles sur la fonte de ces glaciers des Kerguelen, et on atteint, c'est un peu plus élevé que sur le glacier Cook, 1850 mètres d'altitude, donc une altitude supérieure à ce qu'on a vu en Nouvelle-Calédonie, qui avoisine celle du Massif central. On frise les 2000 mètres sur le mont Ross, point culminant de l'île, avec une île aux dimensions quand même relativement importantes. 20 km, c'est l'échelle du trait qui est en bas à droite. On a une île qui fait presque 10 000 km² quand même, et qui propose des paysages qui ressemblent à la Norvège, ou enfin plus au Groenland presque, ou en tout cas au Canada, avec des glaciers gigantesques. Voilà une photo du mont Ross. Bon, n'est-ce pas une grande montagne quand même? En tout cas, s'il fallait en faire l'ascension, mais t'as vu que ce serait beaucoup plus difficile que beaucoup de grandes montagnes de France métropolitaine. Parce que là, on est dans une montagne ultra sauvage, avec aucun sentier. Il y a quelques cabanes, mais elles ne sont pas forcément faites pour gravir les sommets. Et aucun balisage, évidemment, pour arriver en haut de ce genre de sommet très dangereux. Je vous rappelle qu'en plus, la météo là-bas, c'est 300 jours de précipitations par an. Une température maximum possible à 17 degrés. Là, c'est une photo prise en plein été. Là. Et du vent aussi, je crois que c'est 330 jours de vent par an. Donc, une île inhabitée, mais où on pourrait dire qu'il y a des grandes montagnes qui n'attendent que les explorateurs. Alors peut-être que justement, avec la fonte des glaces, on va bientôt nous vendre sur les médias ce fameux tourisme de la dernière chance. Allez voir le mont Ross ou le glacier Cook, le plus grand glacier français, avant qu'il ne fonde. Profitez-en, et un peu comme ceux qui vont voyager en Antarctique, là, vous l'avez peut-être vu dans les médias, profitez donc d'un tourisme où il n'y a pas beaucoup de fréquentation, on s'en doute bien. Vous marchez sur les pieds avec les autres touristes, mais vous aurez le privilège de vivre une expérience, on s'en doute, absolument unique, inédite, voire ultime, au sens premier du terme. Alors, notre sujet est bien sûr les possibilités de traverser quand on souhaite s'engager à pied sur ces massifs. Alors, comme je vous l'ai dit, on ne va pas évoquer de manière exhaustive tous les massifs. Évidemment, on va beaucoup évoquer les possibilités offertes par la Fédération française de randonnée pédestre, qui a déployé un réseau qui ferait, je pense, une grande émotion au fondateur du Comité national des sentiers, Jean Loiseau, dont j'avais parlé dans une de mes premières conférences de cette année-là. Le fondateur du Comité national des sentiers, qui est devenu plus tard la Fédération française de randonnée pédestre, il voulait, dès les années 30, bâtir un réseau national de sentiers balisés, ouvert à tous les marcheurs. Bon, quand on voit une telle carte et sur le terrain le nombre de sentiers balisés qui existent désormais, on peut se dire que ce rêve a revêtu une certaine réalité. Et je l'avais déjà dit, mais on voit bien que dans les massifs de montagne, les sentiers constituent un réseau relativement dense. Il n'y a pas simplement une ligne de sentiers unique, mais un réseau. Donc, ce qu'on va évoquer pour traverser les Alpes ou traverser la Corse, c'est plus un ensemble de possibilités avec plusieurs sentiers possibles qu'un seul sentier unique qui traverse tel ou tel espace. Donc, on en parlera un peu plus en détail, mais la Corse, ici à gauche, dispose d'un réseau assez bien balisé. Il existe donc un sentier de traversée balisé rouge et blanc à La Réunion,
un sentier de randonnée de la Réunion. Il en existe quelques-uns assez timides dans les autres départements d'outre-mer ou territoires d'outre-mer. En Nouvelle-Calédonie, vous avez des bouts de sentiers, mais qui sont, je vous le montrerai, inclus dans certaines offres touristiques. Alors, une carte un peu plus précise qui vient de l'Atlas des montagnes de Xavier Bernier et Christophe Gauchon. Atlas que, si vous aimez les montagnes, je vous recommande de consulter. C'est tout un ensemble de cartes faciles de lecture avec des petits commentaires. J'ai mis une bibliographie en dernière diapo. On voit le réseau des principaux sentiers qui permettent de traverser la Corse, avec le fameux GR20 dont on le reparlera. Et il y a ici à droite une carte tirée d'un site dédié au GR20 qui insiste sur le tracé précis. Donc on le retrouve ici, mais vous avez d'autres sentiers qui existent à la Réunion, en Corse, notamment ce que les Corses appellent marée à marée, donc de la mer à la mer, quelque chose d'assez parlant du point de vue de ce que j'avais commencé, puisque dans les Pyrénées, on évoquait cette traversée qui va d'un espace maritime à l'autre. C'est possible en Corse, mais avec des différences qu'on relèvera tout à l'heure. Il y a une autre possibilité qui s'appelle, avec deux variantes, marée et monti, donc mer et montagne. Tout ça a été monté par le parc naturel régional, PNR, de Corse, qui est très investi dans l'offre de randonnée. La carte du PNR de Corse son étendue étant figurée par la surface verte sur cette carte. Bon, ça c'est un zoom sur le tracé du Marais à Marais Nord. Voilà un zoom que j'ai trouvé sur la traversée donc, du GR R2 qui traverse la Réunion, qui suit un itinéraire assez proche de ce que font les fameux participants de la Diagonale des Fous, qui est très célèbre désormais, ce fameux ultra trail qui traverse l'île sur 180 km aussi en suivant des sentiers balisés. Donc voilà, je vous parlais de la Nouvelle-Calédonie. J'ai trouvé une agence de tourisme qui propose à ses clients de randonnée sur le GRNC1. Donc là aussi, la Fédération française de randonnée pédestre a déposé une marque sur ce GR, donc c'est elle qui le balise. Il ne fait pas totalement la traversée de l'île, mais propose des parcours sur une certaine portion et ensuite, j'ai pas consulté le détail de l'offre, mais il y a peut-être des liaisons en 4x4 ou autrement qui sont faites sur les portions où il n'y a pas de balise. Mais si on lit leur prospectus, on se doute bien que on est sur des itinéraires très peu fréquentés, alors surtout en ce moment, vous me direz, avec ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Et déjà, il y a quelques années, on aurait bien voulu le croire, parce que c'est quand même, là, on est presque dans une ambiance de front pionnier. Il ne manque presque plus que le casque colonial sur la tête du client qui est à gauche, parce qu'on est dans des offres qui vont proposer de rencontrer, vous voyez, des tribus, la possibilité d'une nuit en tribu, qui restera une expérience inoubliable. On a l'impression presque de lire des pages de Tintin au Congo en voyant ce genre d'invitation au voyage. Alors un mot, j'avais trouvé ça aussi en cherchant. En Guyane, en fait, au-delà des montagnes très basses qu'on trouve près de la côte, on dépasse les 800 mètres quand même dans certains massifs, notamment au mont Itoupé, le sommet oublié, comme ce photographe l'a renommé. Donc là aussi, des montagnes finalement assez importantes, et même si les altitudes sont modestes, on se doute bien que les traversées doivent être une entreprise autrement plus difficile que le GR10 ou le GR20 même, parce qu'on n'est pas sur des secteurs, c'est des secteurs complètement sauvages, sans aucune assistance et avec aucun hébergement possible. Donc là, on est à l'aventure à l'état brut. Alors comme d'habitude, j'ai fait plusieurs diapos, parce qu'il y a beaucoup d'illustrations. Et donc nous avons vu un aperçu de ce qui existe en France pour les randonneurs qui souhaitent s'adonner aux traversées récréatives de ces massifs.
et qui veulent profiter de terrains de jeu divers et variés en montagne française. Alors quel point commun peut-on faire ressortir avec les traversées pyrénéennes que nous avons étudiées, GR10 et HRP? Alors je vais insister sur les ressemblances avec les traversées côté français, pas avec celles du GR11. Voilà, surtout GR10 et HRP. Alors, du point de vue de la géographie physique, première sous-partie, il y a quand même quelques convergences qu'on peut relever. Alors évidemment, un jour de pluie dans le brouillard, vous allez me dire que toutes les montagnes se ressemblent. Mais il y a des moments où quand même la géologie, la flore et la faune ont de tels points communs qu'on peut avoir du mal à s'y retrouver et à confondre même les massifs. Bon, j'en veux pour preuve ce genre de photos. Je ne sais pas si ça vous fait la même impression que moi. Je ne sais pas si vous connaissez les lacs de Baroude. Moi, j'ai eu l'impression de retrouver un petit peu voilà, le lac de Baroude avec la muraille de Baroude derrière. Là. Pourtant, on est en Haute-Savoie, c'est le lac d'Anterne. Bon, il y a quelque chose quand même, un lac à peu près à la même altitude, hein, on est à 2060 mètres, une grande barrière de calcaire derrière avec ses éboulis grisâtres et des altitudes comparables puisque le sommet là est à 2007 ou 2008 derrière. Bon là, vous me direz que la muraille de Baroude c'est plus haut, elle atteint 3085 mètres au pic de Troumouze. Mais voilà, on est sur des paysages qui peuvent, si la géologie et la végétation s'y mettent, hein, avoir de grandes convergences. Hein. Là aussi, en Corse, on aurait l'impression de se retrouver, alors je ne sais pas, vous avez peut-être d'autres idées, mais au lac de Bassiès en Ariège, ou dans certains lacs du parc national de Huestortes, dans les Encantats. Et pourtant, on est au lac de Nino, qui lui aussi a une origine glaciaire, hein, parce qu'il y avait de tout petits glaciers en Corse pendant les plus sévères des dernières glaciations, donc qui ont été accrochés bien sûr au sommet de l'île, hein, dans les faces nord-est de ces massifs, mais qui ont donc formé de petits lacs, comme ceux-ci par exemple. Vous avez aussi les lacs de Mélo et de Capitello, qui ont des origines glaciaires. Moi ça m'a fait penser au lac de Fontargente, hein, au-dessus de l'Hospitalet, en Ariège par exemple. On a le même type de roche, un espèce de gneiss, voilà, très, très rocailleux quand même, avec des lacs d'un bleu profond qui produisent la même impression de paysagère. Donc il y a beaucoup de massifs où on peut avoir une impression quand même de familiarité. Donc c'est lié à ces contextes glaciaires, hein, qui peuvent être communs. À la roche, hein, je disais, donc si on rencontre du gneiss, du granit ou des massifs calcaires qui ont les mêmes natures, on a bien sûr des ressemblances. Dans tous les massifs de montagne de la France hexagonale, on aura aussi des points communs dans le climat. Les orages vont être le même souci pour un marcheur qui est engagé dans les Pyrénées, en Corse ou dans les Alpes. D'autant plus que chaque massif a une partie, voire l'intégralité, de l'influence méditerranéenne. Alors, on a des Pyrénées méditerranéennes, des Alpes méditerranéennes, et la Corse évidemment l'est intégralement. Donc tout l'été, les orages sont possibles dans ces trois massifs. Alors enfin, si on s'intéressait aux montagnes un peu plus basses, on pourrait dire aussi que le Pays Basque ou le massif des Albères aura des points communs. Le massif des Albères, c'est étonnant, enfin en plus c'est pas très loin en distance, hein, beaucoup de points communs avec les Cévennes. Dans le Pays Basque, hein, on peut parfois se croire dans le Massif central ou les Vosges. Alors, s'il n'y a pas trop de sapins, évidemment, tout dépend des plantations et de la gestion forestière, évidemment. Mais autre aspect aussi, au niveau socio-démographique, on est dans tous les cas dans ce qu'on peut appeler une France périphérique, où aujourd'hui le terme à la mode c'est la France des marges. Le terme de périphérique est un petit peu délaissé, hein, dans la mode du vocabulaire géographique.
C'était un sous-entendu périphérique. Donc dès qu'on s'engage dans ces traversées, on est évidemment dans des secteurs avec des densités faibles, bien qu'il y aura quelques nuances quand même à apporter à ce constat très général, mais la plupart du temps, de toute façon c'est ça qui fait l'attractivité de ces sentiers, c'est qu'ils traversent des espaces où la présence humaine est beaucoup plus lâche que dans les espaces urbanisés. Et du coup, on va y rencontrer une faune plus répandue. Alors, il y a des points communs justement que l'on peut souligner au niveau de la faune. Je ne sais pas si vous faites la différence entre un chamois ou un isard, mais donc officiellement, il n'y a pas de chamois dans les Pyrénées, hein, quoi qu'en dise la chanson. Je ne sais pas si vous connaissez Montagne Pyrénées, qui parlait de la chasse au chamois, justement, de manière assez erronée. L'isard, normalement, hein, fait 5 cm de moins en moyenne, quelques kilos de moins. Il a une couleur un peu plus fauve, hein, d'après les descriptifs. Les plus chauvins des pyrénéistes diront qu'il est plus agile, plus gracile, plus beau finalement que le chamois des Alpes. Mais bon, là, on vient à des critères peut-être plus subjectifs. En tout cas, de loin, personnellement, je ne sais pas si je serais capable de faire la différence entre un gros isard et un petit chamois. Ça m'étonnerait beaucoup. J'ai appris que d'après l'Office français de la biodiversité, fortement décrié en ce moment, il y avait des chamois dans le Massif central. Vous voyez, ils en ont relevé. Hein. Chaque carré là, de 10 km de côté atteste de la présence certaine de chamois. Il y en a beaucoup dans le Jura. Ça, je m'en serais douté un peu plus vu la proximité des Alpes. Mais il y en a aussi jusque dans les Vosges. Je ne le savais pas non plus. Les animaux aussi se ressemblent chez les rongeurs. Hein. Vous savez que, je vous apprends rien, je suppose, que les marmottes pyrénéennes viennent des Alpes. Ce sont des migrantes, finalement, qui ont été introduites. Alors on lit 1947-48 selon certaines sources, en tout cas c'est après la guerre, hein, juste réintroduction de plusieurs couples de marmottes à partir de souches alpines donc, qui ont pullulé et qui maintenant sifflent d'un bout des Pyrénées à l'autre. Et alors là aussi, faire la différence entre une marmotte alpine et pyrénéenne, désormais, c'est compliqué, à moins qu'il y ait des spécialistes. Et je ne savais pas non plus qu'il y avait des marmottes dans le Massif central. Donc les animaux... Alors, par contre, il n'y a pas de marmotte en Corse, hein, elles n'ont pas été introduites. Hein. Autres animaux qui peuvent être rencontrés dans tous les espaces montagnards français, les cerfs. On a réintroduit récemment des cerfs en Corse. Là aussi, je l'ai appris en préparant cette intervention. Il y a une trentaine d'années, hein, des cerfs de Sardaigne, dont la souche était considérée comme très proche du cerf qui existait historiquement en Corse, hein, parce qu'ils avaient été décimés pour des raisons diverses et variées, dont la chasse, mais pas seulement. Et donc cette réintroduction, il y a une trentaine d'années, a bien prospéré, hein, d'après le parc naturel régional de Corse, qui en propose ici une photographie. Alors là aussi, ce sont des animaux au gabarit un peu plus petits de ceux qu'on va pouvoir rencontrer dans les Pyrénées ou dans les Alpes, avec une robe un peu différente, plus fauve aussi. Mais bon, on reconnaîtra bien l'animal en question. On est dans des espaces sauvages aussi où la flore va parfois présenter de grandes difficultés à ceux qui se soucient de botanique pour essayer de distinguer les espèces. Alors bien sûr, chaque massif a ses espèces endémiques, mais bon, souvent on n'est pas forcément perdu. Hein. Voici un accompagnateur en montagne qui a constitué un site des plus communes fleurs rencontrées dans les Alpes. Donc vous voyez que dans les Alpes, la gentiane printanière, hein, bon, c'est une fleur qui se rencontre. Alors il souligne quand même que la fleur est peu commune. Hein. Il me semble en tout cas que la gentiane printanière dans les Pyrénées, c'est facile à voir, enfin de mon point de vue. Des globulaires aussi, on en rencontre assez souvent, des scies également, les campanules, bon ça pullule dans les Pyrénées, mais là aussi, vous voyez, fleurs peu communes.
Alors on a des espèces voisines, hein, mais on pourra se gargariser peut-être de penser que dans les Pyrénées, il y a peut-être plus de fleurs que dans les Alpes. Vous connaissez aussi peut-être l'aconite, qui chez nous est appelée souvent, on m'a dit l'aconite napelle, plante très toxique, mortelle si on cherche à l'ingurgiter. Bon, c'est pas conseillé évidemment, mais ils ont donc aussi leur aconite dans les Alpes. Voilà bon, je ne vais pas vous montrer le tableau de toutes les fleurs, mais on reconnaît des fleurs qu'on voit vraiment souvent dans les Pyrénées. Vous voyez, les soldanelles par exemple, les astères qui sont justement nommés astères des Alpes, dans les Pyrénées aussi. Il ne me semble pas qu'on les appelle astères des Pyrénées, hein. En tout cas on les appelle astères. Vous avez aussi des lys martagon, hein, dans les Alpes, et ça c'est une belle photo que j'ai trouvée là, sur le parc naturel régional de Corse, qui montre l'aconite de Corse. Bon, là aussi, hein, ça ressemble furieusement à l'aconite pyrénéen. Et c'est l'occasion de constater aussi que le paysage derrière, bon, si vous ne mettez pas de légende, on aurait pu tout à fait penser que cette photo a été prise dans les Pyrénées sans aucun problème. Hein. Autre point commun très important, on est en France, donc on va rencontrer ce que Luc Florent, qui est un géographe spécialiste des acteurs de la randonnée, il a fait une thèse il y a presque 20 ans sur les acteurs de la randonnée, alors pas seulement en montagne, hein, mais la randonnée en général. Il a bâti le concept de rando-système, hein, donc Luc Florent, Florent comme le prénom, hein, son nom de famille. Je mettrai sa thèse en bibliographie. Et donc c'est lui qui définit le mieux, hein, ce rando-système qui a émergé au cours des années 80-90, qui est toujours à peu près en place, hein, à quelques détails près. C'est celui que j'avais décrit avec le GR10, qui vous propose systématiquement un balisage rouge et blanc, hein, comme ce panneau du départ du GR20 le montre, hein, avec un cahier des charges, puisque le GR est un logo avec une marque déposée, hein, donc il y a un cahier des charges strict. Ils doivent proposer un hébergement sous abri, donc avec restauration au moins à moins d'un jour de marche d'écart entre les hébergements, un balisage fréquemment entretenu, pas forcément annuel mais fréquemment entretenu, un entretien qui sécurise les itinéraires et des points de départ et d'arrivée desservis par des accès routiers. Donc le rando-système s'appuie, on l'a déjà évoqué, hein, donc je vais juste revoir avec vous ces quelques bases, hein, sur les collectivités territoriales, notamment les départements, hein, qui sont en charge, je vous l'avais dit, du PDIPR, le plan départemental des espaces de promenade, des itinéraires, PDIPR, plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. Excusez-moi, je m'embrouille un petit peu. Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. Et donc c'est cette compétence départementale que les départements ont conservée, puisque la dernière réforme départementale, hein, sous François Hollande, la loi NOTRe de 2015, n'a pas finalement dissous les départements et a conservé l'essentiel de leurs compétences. Donc ils l'ont toujours en 2025. Cette compétence leur demande donc d'assurer cette coordination qui permette donc d'avoir des sentiers entretenus, et donc ils travaillent en partenariat avec des associations affiliées à la Fédération française de randonnée. Et donc dans tous les massifs, on va retrouver comme ça ce réseau collectivités territoriales, FFRP et associations ou clubs qui travaillent ensemble pour baliser, entretenir les itinéraires et soutenir les hébergeurs, que ce soit des gardiens de refuge ou des gîtes privés ou d'autres possibilités, hein. Mais dans le but, hein, maintenant il y a des obligations finalement liées à la sécurité, une responsabilité des départements. Alors le changement qu'il y a eu peut-être depuis la thèse de Luc Florent, depuis une vingtaine d'années, je l'avais souligné aussi, c'est une emprise croissante des communautés de communes, hein, qui sont de plus en plus investies dans cette activité touristique de la randonnée.
Donc là, on le constate aussi dans les massifs corses et alpins, essentiellement. L'arrivée de nouveaux acteurs comme les parcs naturels régionaux, hein, donc là c'est le cas de la Corse, même si c'est un acteur historique, hein, qui était là avant les réformes sur le PDIPR, et de plus en plus d'agences privées aussi, hein, qui s'impliquent dans la promotion de ces itinéraires et dans certaines instances, hein, de discussion autour de l'entretien de ces itinéraires. Donc, on retrouve aussi, quand on cherche sur Internet, de vieilles connaissances. Je ne sais pas si vous reconnaissez Mariano et son équipe. Il a pondu aussi une description du GR20. Et donc, finalement, on n'est plus si perdu que ça. On cherche un topo sur le GR20 et qui est-ce qu'on trouve? Ceux qui font des topos sur les Pyrénées. Bon, c'était un clin d'œil puisque j'avais utilisé certaines de ces illustrations dans ma précédente intervention. Les acteurs de ce rando-système sont confrontés du coup aussi au même problème. Par exemple, les incendies pour les refuges. Je parlais du refuge de Barou tout à l'heure qui a brûlé dans les Pyrénées. On a le refuge d'Ortou qui a brûlé en Corse aussi. Ça avait posé pas mal de problèmes pour la pratique du GR20 pendant quelques années. Et vous avez aussi les mêmes problèmes, hein, de réservation des refuges qui se posent, bon, à des échelles différentes. On le verra avec les fréquentations comme très différentes selon les massifs. Alors, en dernière partie, donc, on va souligner ces fameuses différences dont je parlais déjà. Les différences majeures donc qu'on pourrait constater en s'engageant dans des marches dans ces massifs. Alors, je vais insister une fois de plus essentiellement sur les Alpes, surtout sur le GR5 d'ailleurs. Hein. Le GR5, c'est le principal itinéraire qui permet de traverser les Alpes françaises. Mais c'est un itinéraire qui n'est pas limité aux Alpes, hein, en principe. Il se surnomme le Sentier de l'Europe et il va jusqu'aux Pays-Bas. Hein, donc il fait plus de 2000 km. Donc il traverse les Alpes, puis ensuite le Jura, les Vosges et ensuite il remonte aux Pays-Bas. Vous l'avez fait intégralement peut-être. Alors, quel point commun, quelle différence peut-on relever dans la géographie physique? Alors bon, ça a un caractère d'évidence, mais évidemment, dans les Pyrénées, il sera difficile d'observer de tels glaciers. Voilà, c'est lié à la géologie qui a entraîné des élévations beaucoup plus importantes dans les Alpes. Et donc les glaciers pyrénéens font pas le figure face à ceux du Mont Blanc, bien sûr. Mais bon, le GR5 ne s'engage pas, hein, dans les traversées de langues de glace. Normalement, il atteint des altitudes tout à fait comparables. Hein. Le point culminant du GR5, dans les derniers tracés officiels, c'était le col de l'Iseran, qui est un col routier d'ailleurs, hein, au-dessus de la station de Val d'Isère. Hein, le GR5 atteint 2770 mètres d'altitude, donc un peu moins de 2008. C'est tout à fait comparable à ce qu'atteint le GR10. Hein. Le GR10 atteint 2734, on l'avait dit, à la Hourquette d'Ossou. Donc voilà, c'est l'arrière-plan qui va être différent pour les marcheurs, avec des paysages bien sûr complètement différents. Le côté glaciaire va changer aussi la topographie des sentiers, et donc les dénivelés auxquels vont faire face les marcheurs. Dans une traversée des Alpes sur le GR5, eh bien, la taille des glaciers qui existaient dans les Alpes, hein, certains faisaient presque 200 km de long. Je vous rappelle que le plus long glacier quaternaire des Pyrénées, c'était celui de la vallée de Lourdes. Il faisait 70 km, c'était quand même déjà énorme, hein, depuis le Vignemale jusqu'au lac de Lourdes. On a évidemment une autre échelle dans les Alpes, hein, avec des glaciers qui atteignaient la plaine lyonnaise quasiment, hein, le lac d'Annecy, le lac du Bourget. Donc vous aviez vraiment des langues de glace considérables qui ont tracé des vallées. Vous voyez, vous avez peut-être étudié les auges glaciaires, vallées en U, avec un fond plat. Là, on est vraiment dans le modèle de la vallée glaciaire, la vallée de l'Arc, qui mène justement au col de l'Iseran. Et donc,
Les sentiers tracés ici vont pouvoir parfois, c'est le sentier du GR5 s'engage dans la vallée, bon après il remonte, mais vous pouvez avoir de longues zones de plat ou être en balcon assez longtemps aussi. Vous pouvez avoir des descentes qui durent voilà, des kilomètres et des kilomètres, ce que vous aurez beaucoup moins dans les Pyrénées où les dénivelés seront beaucoup plus irréguliers finalement. C'est lié à la longueur de ces vallées à traverser. D'autant plus que le sens des vallées est beaucoup moins régulier dans les Alpes que dans les Pyrénées, puisqu'elles sont plus sinueuses. Hein, vraiment, dans les Pyrénées, il y a un axe est-ouest assez unique, avec des vallées quand même qui sont assez... il y a une sorte de répétitivité avec des vallées qui ont un axe perpendiculaire à la chaîne, alors que là, le GR5 louvoie de manière assez complexe. Donc vous aurez beaucoup de journées dans le GR5 avec des montées, des descentes ou alors des zones de plat, ce qui donne des dénivelés somme toute modestes, hein, en tout cas eu égard à la hauteur du massif des Alpes. Hein. On est à peu près, donc sur les chiffres que j'ai trouvés, le GR5 propose 29 000 mètres de dénivelé, 29 000 mètres de dénivelé sur 620 km. Vous voyez, le GR10, alors bon, il y a 300 km de plus, hein, mais on a 55 000 mètres de dénivelé, hein, on a 26 000 mètres de plus, quoi, hein, on a presque 2 fois plus de dénivelé pour seulement un tiers de distance de plus. Donc c'est en partie lié à ce contexte glaciaire qui explique, pas seulement, hein, mais une partie des dénivelés différents. Ensuite, donc chaque massif a ses spécificités, évidemment. Là, on ne trouve pas ça dans les Pyrénées. Vous n'avez pas notamment cette végétation avec ces pins laricio, hein, qui sont endémiques à la Corse. Alors ils peuvent avoir été introduits ailleurs, vous me direz. Mais vous avez aussi voilà, des paysages très caractéristiques qui font l'identité locale de certaines régions, comme ici les aiguilles de Bavela, avec des sites assez mémorables pour ceux qui sont engagés dans le GR20. Autre lieu mémorable, mais qui n'est plus vraiment fréquenté, puisque il y a eu un éboulement assez grave qui avait fait des victimes, hein, et qui a entraîné la fermeture de ce cirque, appelé Cirque de la Solitude, qui autrefois donc était parcouru par les randonneurs engagés sur le GR20. Donc c'est ça qui construisait largement la réputation de dangerosité, de difficulté du parcours en Corse. Alors aujourd'hui, d'après ce que j'ai lu, c'est toujours possible de s'y engager, mais le balisage a changé, et le balisage invite à officialiser une autre variante, enfin ce qui était autrefois une variante. Mais bon, si le randonneur le souhaite, il peut aujourd'hui à nouveau s'engager dans le cirque de la solitude, même si il me semble que les chaînes ne sont plus forcément systématiquement vérifiées. Alors au niveau des différences, évidemment, ici j'ai mis des photos de bouquetins. Alors vous savez qu'on est en train de réintroduire des bouquetins dans les Pyrénées, mais ils n'ont pas encore la taille des bois des bouquetins des Alpes, puisqu'il faudra un certain nombre d'années avant qu'ils atteignent ce genre de dimension. Et bon, c'est une manière de rappeler aussi que, par exemple, des ours, il y en a a priori pas dans les Alpes françaises, uniquement dans les Pyrénées, pas en Corse non plus, mais donc chaque massif a quelques spécificités au niveau des animaux. Dans les Alpes françaises, vous avez beaucoup plus de loups que dans les Pyrénées, même si on regarde cette carte, elle en fait foi, hein, la présence en vert, hein, est certaine dans les départements pyrénéens, hein, dans les Pyrénées-Atlantiques, dans les Hautes-Pyrénées, vous avez une présence certaine du loup. Je ne sais pas si vous en avez croisé, moi non, mais c'est pas forcément toujours ce qu'on souhaite, hein, mais bon, le loup n'a jamais, de mémoire d'homme en tout cas, fait de victime récemment. Et en tout cas, leur nombre est beaucoup plus grand dans les Alpes. Il y a beaucoup plus de probabilité d'en voir, même si c'est pas forcément l'été, la saison la plus indiquée. En Corse, la faune sera beaucoup moins abondante quand même, hein. Alors une autre différence à souligner, c'est surtout une différence entre les Alpes et les Pyrénées. On a quand même deux contextes socio-démographiques très différents.
déjà rien que le point de départ du GR5, alors si on le prend dans ce sens, vous me direz, mais même dans l'autre, si on démarre à Thonon, alors il y a deux départs possibles du GR5 alpin, hein, soit Thonon au bord du lac Léman, soit Saint-Gingolf à la frontière suisse, mais aussi au bord du lac Léman. Les randonneurs qui choisissent de partir depuis le sud vers le nord commencent à Nice, donc énorme ville, métropole. Bon, Nils et Banyuls, on n'est pas dans la même dimension, Nice et Hendaye non plus. Donc il y a de longues heures à passer à s'extraire de Nice. Alors il y a une variante qui part de Menton aussi, mais bon, c'est quand même très construit également. On est quand même globalement, sans insister sur ces points précis, dans des montagnes beaucoup plus peuplées, avec des villes plus importantes qui sont traversées. On passe à Briançon, on passe à Chamonix, on traverse plusieurs autoroutes, on a fréquemment des téléphériques au-dessus de la tête, une circulation automobile quand même beaucoup plus importante. Alors évidemment, il y aura de nombreux espaces où on sera bien au calme et sans aucune impression urbaine, mais le ravitaillement, globalement, dispose d'un réseau de refuges beaucoup plus dense, avec une présence de touristes beaucoup plus nombreux. D'ailleurs, il est plus difficile finalement de mesurer la fréquentation du GR5 du point de vue de ceux qui font uniquement le GR5, parce que, sauf à produire une enquête vraiment précise, hein, que je n'ai pas trouvée, hein, puisque, à ma connaissance en tout cas, il n'y en a pas. Voilà, le GR5 est largement parcouru par des randonneurs qui font autre chose que le GR5. Les éco-compteurs qui sont en place, hein, donnent des chiffres de fréquentation largement supérieurs à ceux des Pyrénées, mais sans savoir si on peut vraiment distinguer les gens engagés uniquement sur le GR5 des autres excursionnistes ou randonneurs sur des circuits plus courts. Hein. Une grande partie qui est commune avec le Tour du Mont-Blanc, et là il y a énormément de monde. Oui, le Tour du Mont-Blanc est une des itinérances les plus suivies du monde. Hein. C'est vraiment... Il y a le GR5 qui en prend une partie. Oui, tout à fait, ouais, vers le Mont-Brévent, là, justement, et en arrivant aux Aiguilles Rouges. Oui. C'est un peu avant, oui. Même plus au sud, aux Contamines. Oui, c'est vrai. Oui. Donc, on a aussi, évidemment, un contexte pastoral différent. Donc, on pourra se dire, à chaque montagne, son fromage, par exemple. Et on pourra tous être fiers de notre fromage, de nos fromages respectifs. Hein. Bon, le brebis pyrénéen est assez unique. Et c'est vrai que les ovins sont globalement beaucoup plus nombreux, alors surtout au Pays Basque, vous me direz, et dans l'ouest des Pyrénées, alors qu'on aura dans les Alpes, surtout les Alpes du Nord, beaucoup plus de bovins, avec du fromage de vache, donc. Alors en Corse aussi, il y a des fromages réputés, hein. Peut-être maintenant davantage pour leur prix que pour leur qualité, puisque la facture, vu la fréquentation du GR20 en plus, peut faire assez mal. Mais voilà, le pastoralisme globalement a une emprise plus importante dans les Pyrénées. C'est aussi ce qui fait la marque locale, hein, de nos montagnes. Alors sur la fréquentation des itinéraires, il y a plusieurs éléments à souligner dans cet aspect des choses. Déjà, alors comme vous le disiez, alors là c'est la haute route des Alpes, hein, qui est citée, c'est pas le Tour du Mont Blanc, mais bon, c'est la Chamonix-Zermatt là qui est citée. Vous avez ici un article de chercheurs américains, donc Alan Liu et Guo Shenghan, qui ont publié donc un petit article, alors c'était déjà presque 10 ans, hein, des 29 treks les plus cités dans le monde dans 9 guides dédiés au trekking. Alors le classement, hein, mettait tout en haut un trek en Patagonie, hein, autour du parc national, hein, des Torres del Paine. Je ne sais pas si je prononcerai bien, au sud du Chili et de l'Argentine donc. Et deuxième, vous voyez, la haute route des Alpes, et donc qui est internationale, et donc que je n'ai pas vraiment évoqué aujourd'hui. Le premier itinéraire qui est cité dans ce que j'ai évoqué, c'est le GR20 Corse, hein, qui est 19e. Hein, avant, on a tout un tas de
de sentiers à travers le monde, alors qui ne sont pas forcément des traversées intégrales, hein, c'est plutôt des circuits. Il y a des traversées, hein, comme le West Coast Trail par exemple dans la Colombie-Britannique, ou le Trail des Appalaches, hein, qui est assez emblématique à cet égard aussi. Mais ouais, le GR20 Corse s'insère, hein, dans les classements des treks les plus cités. Là, on voit un autre classement qu'ils ont produit à partir des sites internet pour les 43 treks les plus cités. Et donc, on fait apparaître ici en premier le Tour du Mont Blanc. Donc pour eux, c'est le plus cité sur internet. En plus, c'était vraiment il y a 10 ans, hein, dans un moment où justement le numérique prenait l'ascendant, et donc ça s'est certainement renforcé depuis. Et on voit bien encore qu'une fois que le GR20 est le seul à apparaître est-ce qu'il y est d'ailleurs dans le... Je retrouve plus, j'aurais dû entourer les... Oui, merci. Oui, voilà, GR20, France, Western Europe, oui, voilà, merci. 11e. Donc, voilà, dans ces classements, aucune trace du GR10, aucune trace du GR5, on est sur des échelles de fréquentation bien inférieures, en fait. Hein. Et on trouve facilement sur le GR20 des études de fréquentation, puisque c'est vraiment un sentier où il y a une proportion de gens qui sont engagés sur le GR20 très importante. Voilà, quand vous croisez des gens dans des portions un peu isolées du GR20, vous êtes quasiment sûr que ce sont des gens qui font le GR20. Quoi. Et donc on a des chiffres assez fiables, hein, assez réguliers, vous voyez, au-delà des 10 000 randonneurs, hein, alors que sur les études des Pyrénées, on était plutôt à 5 fois, 10 fois moins, hein, plutôt dans des ordres de grandeur de 2 000 par an sur le GR10. Là, on est monté jusqu'à presque 18 000 dans les estimations les plus hautes en 2022. Alors, tous les articles de presse font ressortir un pic en 2022, après les confinements, et une légère décrue depuis. Faisant ressortir l'argument que cette surfréquentation perçue par les amateurs a finalement détourné certains marcheurs de ce GR20 et du coup développer les offres alternatives, notamment en Corse, avec une popularité croissante du Mare à Mare ou du Fra Mare e Monti, là. Non, c'est pas exactement ça, mais Tra Mare e Monti, voilà. Ce qui constitue des alternatives au GR20 en Corse, avec des paysages somme toute très similaires. Et donc, sur la Corse, on est sur des échelles vraiment très différentes de fréquentation, donc ça pose évidemment des questions autres que sur le GR10 ou bien sûr la HRP. Hein. La FFRP elle-même pose la question de quotas depuis plusieurs années dans le GR20. Donc pour l'instant ils ne sont pas allés à trancher sur la question, mais elle est posée. On en est bien loin dans les Pyrénées pour l'instant. Ça amène des problèmes aussi qu'on ne connaît pas forcément dans les refuges pyrénéens, c'est-à-dire des puces de lit assez fréquentes dans les refuges, des lacs qui sont vraiment saturés de crème solaire, et donc où la baignade il a été décidé de l'interdire, hein, catégoriquement dans le parc naturel de Corse. La multiplication d'accidents, hein, je parlais du cirque de la solitude, parce que là on est vraiment on s'approche du tourisme de masse sur des itinéraires de haute montagne, et donc ça attire une population qui est très différente des Pyrénées, des gens moins préparés qui sont attirés par l'image et par une réputation. D'où aussi la difficulté perçue du GR20. Si vous lisez des commentaires de spécialistes, hein, je vous parlais par exemple la dernière fois d'un amateur de trekking, hein, qui avait fait à peu près toutes les traversées possibles à travers l'Europe. Il disait que la réputation du GR20, c'était Alain Collet, hein, CO2LET, Alain Collet disait que cette réputation de difficulté était très exagérée. Lui qui avait fait le GR10, le GR5, la HRP, etc., en voyant le GR20, bon, il n'avait pas trouvé ça exceptionnel, mais ça vient du fait, effectivement, cette réputation,
que vous avez des gens, leur première randonnée qu'ils font, c'est le GR20. Ils se lancent à 20 ans, ils n'ont jamais fait de montagne, et avec des potes, ils se disent, bon, ben, l'été prochain, on va faire un GR20, et donc forcément, quand vous commencez comme ça, vous dites, ah ben, GR20, c'était vachement dur. C'est une manière, évidemment, aussi, quand on a remporté une victoire difficile, si vous grandissez votre adversaire, forcément, vous en êtes que encore plus grand. Parce qu'après, du point de vue des statistiques, tout ça est très objectivable. Hein, si le GR20 est beaucoup moins long que le GR10, le GR20 fait que 180 km. 180. En général, on donne ça pour 12 jours. Bon, il y a des possibilités en 16 jours. 16 jours pour 180 km, on est loin des étapes que je vous ai présentées sur le GR10, hein, où on est souvent à 20 km par jour. Et en plus, pendant 50 jours. On a un dénivelé bon, de 12 000 mètres quand même, hein. Mais voilà, c'est finalement rien d'exceptionnel par rapport à quelqu'un qui a fait le GR10 ou le GR5. Hein. Et donc, tout ça, cette tentative de comparaison, donc j'espère, vous a montré que nos Pyrénées ont une spécificité hein, à vendre aux marcheurs en tant que produit touristique. On a bien sûr le même rando-système, une image de nature assez commune, hein, un cadre physique avec des attentes satisfaites pour les citadins qui sont en plus habitués aux normes alpines hein, en France, mais les Pyrénées se singularisent. Les autres massifs donc ont des paysages différents. Leurs sentiers GR, en tout cas, peuvent avoir des fréquentations largement supérieures, surtout en Corse. Mais les Pyrénées donc ont des offres touristiques très très enviables qui peuvent peut-être faire émerger une identité territoriale à construire encore et à développer spécifique pour notre chaîne. Alors pour la bibliographie que j'ai utilisée, je ne l'ai pas mise sur la diapo, je voulais vous la projeter rapidement, excusez-moi. Voilà, ici c'est en dernière page de ce fichier. Voilà. Alors, je vous parlais donc de Xavier Bernier et Christophe Gauchon, donc, qui avec Cécile Marin ont publié l'Atlas des montagnes. Alors, ils en ont refait une actualisation en 2024. Il y a 2 éditions publiées chez Autrement. Xavier Bernier hein, est en ce moment le grand spécialiste hein, géographe des montagnes, à tel point qu'il a publié l'exemplaire de la documentation photographique dédiée. C'est souvent une bonne synthèse scientifique, ça, ces exemplaires de la documentation photographique, publiés en 2023, j'ai pas mis l'année, hein. Mais donc disponible dans toutes les bonnes bibliothèques. Hein. Bon, j'ai utilisé à nouveau une référence que j'avais déjà mise, hein, celle de Antoine Debec, l'historien qui s'est autoproclamé spécialiste de l'histoire de la marche. Hein. Il a fait un essai hein, qui s'intitule L'histoire de la marche, mais dans lequel il retrace bien cette aventure de la FFRP, et il est un des spécialistes du GR5, puisqu'il était parti sur ce cheminement, et il en avait fait aussi un livre hein, qu'il avait intitulé Essai d'une histoire marchée, un peu avant cette histoire de la marche. Autre spécialiste de la montagne, c'est un géographe de Grenoble, Bernard de Barbieux, qui a écrit, donc ça remonte à 30 ans maintenant, mais ça fait toujours référence, une synthèse hein, sur tourisme et montagne, un livre assez court, d'un peu moins de 200 pages, hein, assez facile à lire et très intéressant sur donc, tourisme et montagne. Donc je vous parlais de Luc Florent, donc celui qui a utilisé le concept de rando-système, et sa thèse donc quelle gouvernance pour les activités pédestres, un enjeu pour le développement des territoires. Donc là je vous ai parlé tout à l'heure de l'article des géographes américains. Pour ceux que la géographie physique de la France intéresse, hein, vous avez une somme classique, hein,
de Gérard Mottet, qui est un des derniers dinosaures de la géographie physique à l'ancienne en France, hein, qui a publié Géographie physique de la France. Et également André Suchet et Guy Diméo, qui ont publié un essai récent aussi, en 2021, sur montagne et tourisme. On retrouve les mêmes problématiques. Et un essai sur la concurrence des territoires entre Alpes du Nord et Pyrénées centrales. Donc, il montre que les acteurs aussi s'affrontent indirectement, hein, avec des images et des produits touristiques qui se disputent les uns les autres, l'attention médiatique et bien sûr la clientèle tant convoitée par les acteurs du tourisme. Voilà un petit aperçu de la bibliographie qui a pu être utile. Je vous remercie de votre attention pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir aussi. Merci. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.